Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve de nouveau avec Théo de la chaîne Aventure Crypto que vous avez l'habitude de voir régulièrement sur la chaîne maintenant. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est de traiter d'un sujet qui, à mon avis, va parler à pas mal d'entre vous, à savoir, est-ce que la technologie aujourd'hui dans la crypto-monnaie, est-ce qu'elle est importante pour faire pumper le prix ou faire vraiment croître de manière exponentielle le cours de la crypto-monnaie en question? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de débutants, je trouve, et puis même pas forcément que les débutants, mais euh, qui vont prôner, en tout cas qui vont pousser l'aspect technologique en premier plan pour justifier la capacité à cet investissement à prendre de la valeur. Et je pense qu'il y a une certaine vérité là-dedans. L'aspect technologique, je pense que ça peut avoir une certaine importance, mais quand on regarde les projets qui ont eu les performances les plus importantes, en tout cas qui ont eu des performances incroyables, il y a des projets pour lesquels l'aspect technologique est absolument pas en tout cas ce qui était le plus important. On peut parler par exemple le cas des meme coins comme Shiba Inu, le Dogecoin, et cetera. C'est des projets pour lesquels il y a eu des performances juste incroyables. Pour autant, l'aspect technologique derrière est même littéralement inexistant. Donc je pense qu'il y a en tout cas selon moi, il y a une irrationalité dans la crypto-monnaie qui est très présente. Il y a aussi beaucoup de débutants qui achètent tout et n'importe quoi. Et vu que c'est un marché qui est un système qui est réflexif, donc dans le sens où quand ça va baisser, bah, ça va accentuer énormément à la baisse le cours de certaines crypto-monnaies parce qu'il y a la peur qui va nous prendre au ventre et du coup, bah, on va être amené à vendre quand ça va baisser, ce qui va faire encore baisser le prix et ce qui va entraîner d'autres personnes à la vente. Et puis à l'inverse, quand ça monte, on a envie de plus acheter parce que on pense que ça va pouvoir monter plus haut et ça nous rassure de pouvoir investir quand le marché monte. Au lieu de le voir comme étant quelque chose de plus risqué, on va prendre cet aspect-là comme étant une, une justification de notre achat. Vu qu'on a des bougies vertes, on va acheter parce que c'est le bon moment pour acheter. Au lieu de voir cet investissement-là comme étant plus risqué qu'en bear market, quand justement ça baisse, alors qu'on pourrait l'acheter à un prix beaucoup plus faible. Donc pour moi, c'est un système qui est réflexif dans le sens où quand ça va vraiment augmenter, ça va augmenter de manière bien plus forte avec tous les biais cognitifs et puis à cause de l'irrationalité de l'être humain. Et même chose quand on va être plutôt en tendance baissière. Donc Théo, toi, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, justement, de l'aspect technologique. Est-ce que quand toi, tu investissais ou quand tu continues d'investir dans les crypto-monnaies, tu mettais l'aspect technologique en premier plan et est-ce que tu rentrais vraiment dans le profil psychologique que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir, tu justifiais la capacité à un coin à prendre de la valeur uniquement sur l'aspect technologique? Ouais, alors moi je pense que l'aspect technologique, mais les fondamentaux en général, parce qu'il n'y a pas que il y a la technologie, il y a le tokenomics, mais il y a aussi l'équipe du projet. Enfin, c'est plus les fondamentaux en général qui incluent bien sûr la technologie, mais pas que. Je continue de le regarder, bien évidemment, euh, mais plus pour assurer, on va dire, un petit peu une stratégie long terme euh, qui soit qui soit correcte et qui ait du sens. Parce que voilà, si on sait qu'on investit sur des projets ou des coins qui n'ont pas forcément de fondamentaux, la longévité, même si elle peut être, elle peut exister, euh, je le vois un peu plus compliqué. C'est comme les entreprises au final, sur le marché un peu plus traditionnel où là on a plus d'historique. Au final, des entreprises avec des fondamentaux très solides, bon, même si le prix est pas forcément au rendez-vous, au final, on sait il y a un socle solide, il y a des actifs, il y a de la production, voilà, il y a une vraie valeur ajoutée au niveau des produits qu'ils proposent. Et il y a d'autres, voilà, des startups plus voilà, sur la technologie par exemple, où là, il n'y a pas forcément de valeur, il n'y a pas forcément de fondamentaux, où le prix est très important au début parce que c'est un peu à la mode, mais on se rend compte que la longévité sur voilà, 5-10 ans, l'entreprise n'existe plus parce que voilà, ils ont fait faillite, ils n'étaient pas rentables, les fondamentaux n'étaient pas bons, le business model non plus, et du coup, voilà, ils ne sont pas durables sur le long terme. Après, je pense que les fondamentaux, ça joue un rôle au début sur la reprise par exemple d'un cycle haussier. C'est-à-dire qu'en période de bear market, bon là les gens oublient un peu la crypto, voilà, ça fait peur, on n'a pas envie d'investir. Mais à un certain moment, quand la poussière retombe, et même un peu avant, on va dire, entre guillemets, je pense qu'il y a certaines personnes qui se disent, mais la proposition de valeur, les fondamentaux sont quand même solides et le prix, à ce moment-là, est quand même intéressant pour passer à côté de ça. Et du coup, ça peut être un initiateur d'un changement de cycle, c'est-à-dire au bout d'un moment, les gens se disent, ah, mais quand même, c'est vrai que Bitcoin, bon, ce que ça propose, les fondamentaux ou d'autres cryptos, euh,
vu les prix actuels, qui ont quand même baissé peut-être 50, 60, 80%, on commence à rentrer sur des niveaux intéressants. Donc, il y a peut-être des investisseurs un peu plus aguerris, qui ont plus de connaissances, qui commencent à rentrer. Et du coup, ça change la tendance. Mais très vite, on va oublier tout ce côté fondamentaux, on va oublier tout le côté rationnel, tout le côté stratégie, pour passer sur l'irrationnel, le grid. Et là, c'est la grosse majorité du price action, de l'augmentation de prix est due à tout ce côté rationnel, à tout ce côté irrationnel, pardon, et tout ce côté émotion des investisseurs. C'est-à-dire que les fondamentaux et la technologie, ça peut jouer un rôle au tout début d'un cycle haussier, mais très vite, on va laisser tout ça de côté pour se concentrer sur les émotions, gagner de l'argent. Et voilà, sur une deuxième partie de cycle haussier, voilà, là, on s'en fiche complètement de fondamentaux. Et tout ce qui rentre, c'est juste, voilà, c'est le FOMO. Il faut acheter, il faut rentrer absolument, parce que sinon, on va passer à côté d'une opportunité. Et donc, moi, je considère que c'est important, mais je considère aussi que c'est pas au niveau de l'action sur le prix, c'est pas ce qui fait pumper plus le prix. Ça va vraiment être les foules d'investisseurs avec les émotions qui vont arriver et qui vont vraiment faire bouger le prix. Et très vite, encore une fois, on va mettre ça de côté pour, euh, pour se concentrer. Mais comme sur les marchés traditionnels, au final, c'est pas. Il y a des entreprises avec des fondamentaux très très solides, avec voilà, qui sont cotés peut-être quasiment au même prix que leurs actifs, enfin les salariés, tout ce qu'ils produisent, avec une valeur qui est à peu près équivalente en market cap. Et il y a d'autres entreprises qui perdent de l'argent chaque année et qui se vendent à des multiples, voilà, un peu sur eux de 80, 100, 200, un prix des actions qui est complètement décorrélé des fondamentaux de l'entreprise. Et pourtant, c'est eux qui sont, voilà, c'est l'action que tout le monde veut, qui s'arrache avec une croissance la plus forte, alors que les fondamentaux derrière ne sont pas forcément au rendez-vous et le seront peut-être jamais. Et à côté de ça, il y a des entreprises très solides, voilà, peut-être plusieurs siècles, qui ont une très forte, enfin, une base de clients, une base de produits, des actifs, voilà, qui sont très productifs et qui ont une action sur le prix beaucoup moins importante et qui potentiellement vont jamais remonter aussi. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce facteur, mais je pense que dans une stratégie encore une fois long terme, c'est-à-dire 5, 10, 20 ans, ne pas s'intéresser du tout à la technologie parce qu'au final, c'est pas ce qui fait bouger le prix, c'est quand même une erreur parce on se retrouve dans le risque d'acheter voilà, des actifs, bon, dans ce cas-là des cryptos, qui sont pas forcément, à moins de suivre le marché, de savoir vendre au bon moment, si c'est une stratégie de hold sur le long terme, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner, quoi. Donc, pareil, ça peut continuer à pump et à prendre des gros prix, mais par contre, si ça crash, vu que ça manque un peu de fondamentaux, si c'est la hype le plus au rendez-vous, si les gens sont complètement désintéressés de ce projet, vous allez la retrouver avec des pertes définitives, quoi. Donc, je ne sais pas si je me suis peut-être Si, un peu si, étendu, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que l'aspect technologique, ça peut avoir une certaine importance dans la croissance de l'écosystème et puis même pour l'évolution du projet. Après, de baser uniquement sa thèse d'investissement uniquement sur l'aspect technologique, faut savoir qu'il y a beaucoup de ces points-là pour lesquels, pour beaucoup de personnes, ça ne leur parle pas. Tu vois, je pense que pour quelqu'un qui peut être très, tu vois, un développeur, par exemple, quelqu'un qui est vraiment donc très calé sur l'aspect technologique, tu vois, création de projet et tout, le mec va pas regarder du tout la même chose qu'un investisseur ou qu'un VC ou qu'un investisseur institutionnel qui va avoir à gérer, tout un tas d'actifs. Le dev, lui, il va regarder l'aspect technologique. Tu vas dire: «Ah ouais, cette ligne de code, ça fait tel truc, tel truc, tel truc», et lui, il va dire: «Waouh, c'est génial, punaise, ils ont fait, une boucle de code», enfin, j'y connais rien en code, tu vois? Mais ils ont fait un truc, waouh, c'est génial, je vais investir dessus. Parce que lui, ça va lui parler, parce que ça fait partie de son métier. L'investisseur retail, lui, déjà, il n'est pas capable de lire le code. Puis ça va pas lui parler, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est derrière, est-ce que le prix va augmenter? Et moi, je pense que d'une certaine manière, qu'est-ce qui fait que le prix va augmenter? Il y a qu'un seul point qui fait ça, hein, plus d'acheteurs que de vendeurs. Heu, les points les plus importants pour faire en sorte à ce que tu aies un prix qui va augmenter, je pense qu'un point fondamental, ça va être la tokenomics du projet. Donc savoir comment, le token a été alloué. Est-ce qu'il y a des baleines, par exemple, qui détiennent une grosse partie de la supply, une grosse partie des tokens? Et qu'est-ce que font ces baleines-là? Est-ce qu'elles continuent d'acheter? Est-ce qu'elles vont vendre? Ça, déjà, ça va être un point important. Donc la centralisation un petit peu de la supply. Et on pourra peut-être amener à faire une vidéo avec Théo, pour se rendre compte que des fois, une centralisation de la supply, c'est pas forcément, une mauvaise chose dans une certaine manière et dans certaines circonstances. Souvent, c'est vu pour beaucoup de personnes, par beaucoup de personnes comme étant un point négatif quand il y a une centralisation de la supply. Mais quand vous regardez, 99% des ERC20 sont extrêmement centralisés
Donc si vous avez des baleines qui derrière, je sais pas, le top 10 ou le top 100 des baleines détiennent 98% de la supply, mais qu'ils ne vendent pas, bon, bah, ça fait que derrière, il reste 2% en circulation. Et donc, pour l'évolution du prix, la moindre fluctuation, en tout cas, le- le fait qu'il y ait plus d'acheteurs qui arrivent par la suite, ça peut avoir un effet très positif sur le prix. Si par contre, bah, en effet, sur le top 100 des holders, vous avez des baleines qui vendent continuellement, bon, ben, en termes derrière euh, de supply et puis en termes de pression vendeuse, c'est pas la même chose et surtout en termes d'impact pour le prix. Après, vous allez avoir au niveau de la tokenomics, est-ce que ça va être par exemple du staking? Est-ce que ça va être. Parce que le staking, dès que vous allez le staker, c'est des coins que vous allez locker, donc qui ne vont pas être présents en circulation, ce qui va faire euh, baisser la pression vendeuse, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les projets proof of work. Les projets proof of work, donc c'est des personnes qui vont avoir des hardware à faire travailler, des grosses machines, ils vont avoir des charges d'infrastructure, ils vont avoir tout un tas de charges fixes à payer. Et donc, bah, pour payer ces charges, ils vont devoir vendre sur le marché les tokens qui reçoivent, les coins ou les tokens qui reçoivent. C'est le cas, par exemple, de Bitcoin, c'est le cas de Monero, c'est le cas de tous les projets qui fonctionnent en fait avec du proof of work. Après, ça peut être aussi, est-ce qu'on va avoir du buy and burn? Par exemple, Binance, le BNB, c'est ce qu'ils font avec le BNB. Donc, ils font du buy and burn à chaque fois, chaque trimestre. Ils rachètent des tokens avec une partie des bénéfices de Binance qui vont après détruire et brûler de manière infinie jusqu'à arriver, je crois, à 100 millions de tokens en circulation. Donc, en fait, ça, c'est des points qui peuvent avoir un impact direct sur le prix. Je pense que la communauté aussi, c'est un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire que sans communauté, de toute façon, même si on a une technologie de dingue, on a une tokenomics qui est extraordinaire. Le projet, de toute façon, n'évoluera pas. Mais derrière, je pense que se baser uniquement sur l'aspect technologique, c'est une grosse erreur, parce qu'on peut voir les mêmes tokens, hein, comme le Dogecoin, le Shiba, c'est absolument pas des projets qui vont avoir un aspect technologique extraordinaire. Pour autant, c'est des projets qui ont énormément pumpé lors du précédent bull run. Et je pense que les mêmes tokens seront encore là dans les prochaines années. Il y aura une place pour les mêmes tokens. Je ne sais pas si ça sera le Dogecoin, je ne sais pas si ça sera le Shiba, je ne sais pas lesquels perdureront dans les prochaines années. Néanmoins, je reste convaincu qu'il y aura une place pour ce genre de projet-là. Et se baser uniquement sur l'aspect technologique, ça peut d'une certaine manière nous faire passer à côté de pas mal d'opportunités. Et je rajouterais aussi, pour terminer ma réflexion, que euh, il y a des points que les investisseurs vont regarder et qui n'est pas forcément le cas pour d'autres types d'intervenants. Encore une fois, les développeurs, que ce soit les VC ou les investisseurs de manière générale. Par exemple, pour Bitcoin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans les 5 dernières années, qui avaient peut-être connu le Bitcoin très tôt, en 2010, 2011, 2012, 2013, mais qui ne l'ont pas fait, qui n'avaient pas investi avant, parce qu'ils considéraient que c'était trop risqué. L'historique était trop court pour eux et le risque était beaucoup trop élevé. Il y en a beaucoup qui ont rejoint l'écosystème par la suite parce qu'ils se sont dit, bah voilà, on a entendu des centaines de fois que le Bitcoin était mort. Aujourd'hui, c'est pas le cas, il est encore présent. Bon, bah à quel moment je considère que j'ai eu tort et à quel moment je décide de passer à l'action et de rejoindre finalement l'écosystème. Par contre, je pense que ce qui donne confiance aux investisseurs et ce qui donne envie aux gens de rejoindre cet écosystème et d'acheter les tokens et éventuellement de faire augmenter le prix, c'est l'historique, c'est le côté performance aussi qu'on a pu avoir, et puis de se rendre compte peut-être qu'on a eu tort, mais pas uniquement l'aspect technologique, parce que je ne suis pas convaincu que les personnes aujourd'hui qui investissent dans le Bitcoin se disent ah, je le fais uniquement pour l'aspect technologique. Non, ils le font parce qu'ils veulent gagner de l'argent, ils le font parce que ils veulent peut-être décupler les performances de leur portefeuille, mais absolument pas sur l'aspect technologique. Et d'ailleurs, si on se base uniquement sur l'aspect technologique, aujourd'hui, Bitcoin est complètement outdated, je ne sais pas comment on dit en français, mais par rapport à des nouvelles Dépassé, technologies. ouais. Ouais, il est complètement dépassé par rapport à des nouvelles technologies qui sortent aujourd'hui. Mais ce qui fait la notoriété de Bitcoin, c'est de par le fait déjà que c'est le premier à avoir lancé tout l'écosystème, c'est parce qu'aujourd'hui, il a une énorme communauté, il commence à être très connu, il a un historique qui est relativement long, il a une communauté énorme, incroyable. Et c'est ça, en fait, qui fait driver le, le projet et qui fait driver, en fait, son prix. Ce qu'on appelle aussi le Lindy effect. L'effet Lindy, c'est que on considère que plus un projet ou plus, par exemple, un coin est là depuis un certain nombre de temps, plus il a de chances de perdurer parce que plus sa communauté va être forte et plus on va avoir des nouveaux intervenants et des nouvelles infrastructures qui vont venir se créer.
mais je suis intimement convaincu qu'avec les technologies qu'on a aujourd'hui, si on parle juste de l'aspect «technologique» entre guillemets, si on sortait le bitcoin aujourd'hui, qui n'existait pas sur les 13 dernières années, si on le sortait aujourd'hui, il serait considéré comme un shitcoin parce qu'il y a des technologies qui sont tellement plus, importantes, profitables, et nettement meilleures que celles qu'on retrouve aujourd'hui sur le bitcoin que voilà, ça n'aurait aucun intérêt. Mais ce qui fait la qualité, la notoriété et la puissance aujourd'hui de bitcoin, c'est son effet Lindy, c'est, son effet réseau, c'est la loi de Metcalfe, c'est, son historique, c'est sa communauté, c'est justement tout ça en réalité, tu vois? Ouais, bah, après c'est on peut faire encore une fois le parallèle avec, le monde un peu plus traditionnel, et le monde de la vente et du marketing, voilà, des entreprises en général, où au final, toujours ce voilà, c'est le côté où si tu as un produit médiocre, mais que tu sais vendre, que tu as un super marketing, tu vas le vendre. Alors que si tu as un très, très bon produit, mais que personne ne sait que tu existes et que les gens s'en fichent totalement parce que tu as aucune visibilité, ça intéresse personne et tu sais pas comment le vendre, et beh, ton projet, il décollera pas, quoi. Tu as beau avoir le meilleur produit, du marché, si personne sait que tu existes, Mmh. que personne, voilà, est intéressé, que voilà, tu as pas su, de trouver les bonnes personnes pour en parler, et voilà, que tu as pas d'audience, et beh, quelqu'un qui est à côté un produit peut-être, voilà, bien plus médiocre que le tien, mais qui par contre sait vendre à une communauté, à des gens qui en parlent, bon, bah, au final, on sait très bien qui va être le plus gagnant à la fin. Et c'est pareil sur les cryptos, c'est juste, pour, peut-être un peu, voilà, pour revenir au sujet vidéo, juste l'aspect technologique, c'est pas suffisant, mais comme partout dans le monde traditionnel, quoi. Donc il faut, voilà, comme tu l'as dit, la communauté, c'est super important parce que, voilà, chaque personne qui est un fervent défenseur de ce projet, ça va être quelqu'un qui va être sur les réseaux sociaux, qui va en parler, qui va commenter, qui va défendre le projet. Et donc, oui, évidemment, plus il y a une grosse base de ces gens-là qui sont prêts à défendre quotidiennement le projet, en parler, à faire du bruit. Et au final, voilà, la base d'adoption croît. Et juste, voilà, c'est du marketing au final, hein. Mmh. C'est vendre le projet, faire grossir la communauté. Et donc, c'est arriver à un certain niveau de communauté, même si le projet est peut-être un peu dépassé ou n'est pas le meilleur qui existe sur le marché. Ben, comme tu l'as dit, il y a cet effet d'entraînement, cet effet boule de neige où ben, c'est au final celui qui fait le plus de bruit qui est le plus écouté. Et ça marche aussi ben, comme pour les bad buzz. Euh, Encore une fois, dans le domaine de publicité et marketing, euh, n'importe quelle publicité est une bonne publicité. C'est-à-dire, même si le projet, des fois, les gens l'entendent parler parce que il a pris moins 90%, ou qu'il y a eu, il se passe quelque chose, mais juste le fait que les gens l'ont entendu parler, beh, ça donne une visibilité. Et il y a des gens qui vont vouloir racheter, rentrer sur un projet alors que ils l'ont bon, ils l'ont connu à travers une mauvaise nouvelle. Donc Mmh. c'est un peu bizarre des fois la mentalité, mais c'est vrai que ouais, il faut le tenir en compte au moment euh, de faire sa décision d'investir, parce que voilà, il y a tout qui rentre en jeu. Et au final, ça va être un facteur de tout ça. Et il y a aussi un petit facteur chance quand même qui reste en compte, parce que même si vous avez des super fondamentaux, une super communauté, enfin tout ce que vous voulez, que ça coche toutes vos cases, au final, il n'y a aucune garantie que le projet soit encore là dans 10 ans. Il se peut passer plein de choses. Et donc, bon, c'est un peu, ouais, c'est un débat ouvert, mais c'est vrai que des fois, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut quand même avoir sa stratégie et ça va prendre ses gains régulièrement, parce que voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le futur. Ouais, puis tu vois, je suis convaincu aussi que, heu, quand on parle enfin, il y a souvent les gens qui sont dans la crypto, qui vont commencer à avoir un certain nombre de connaissances, qui vont se former et cetera et qui vont commencer à regarder des aspects ou des points que les gens, classiques, les gens lambda qui sont pas forcément dans la crypto ne vont absolument pas regarder. Par exemple, tu as des projets, qui disent: «Voilà, nous, on a déjà implémenté, le sharding», c'est le cas de NIR, c'est le cas de tout un tas de projets qui disent: «Nous, on a déjà fait du sharding, on en avance sur Ethereum et tout». Les retail, en tout cas ceux qui n'ont pas encore rejoint l'écosystème crypto et qui vont le rejoindre, ils s'en foutent, ça leur parle pas. Tu leur parles de sharding, tu leur parles de tous ces trucs, ils savent même pas ce que c'est. Eux, est-ce que c'est simple à utiliser? Est-ce que le prix va augmenter? En gros, c'est ça, hein. Et je suis pas convaincu que si demain on veut avoir une adoption mainstream, que tu aies besoin de connaître tous ces aspects-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un état dans l'écosystème crypto qui est relativement jeune, ça fait à peine 13 ans que ça existe. Pour ceux qui investissent, je pense que c'est important de connaître tous ces aspects technologiques pour essayer de naviguer un petit peu dans les eaux troubles parce que ça reste malheureusement encore aujourd'hui très compliqué. Mais est-ce que quand tu conduis ta voiture tous les matins ou quand tu prends le métro, tu as besoin de savoir, comment ça fonctionne véritablement? Je suis pas convaincu, hein. Peut-être tu prends le métro, tu prends le train, pour autant tu sais pas comment ça fonctionne. Pareil, un avion, tu peux prendre l'avion, tu sais pas comment fonctionne un avion. Et pour avoir une adoption mainstream, bah, il faut que ce soit aussi simple que ça. Et malheureusement aujourd'hui l'écosystème crypto, c'est encore très compliqué pour une adoption de masse.
même, utiliser juste une ledger. Bon, nous, on sait le faire parce que ça fait un certain nombre de temps qu'on est là, mais pour des personnes qui ne sont pas dans la crypto-monnaie depuis longtemps, qui voient le système un peu de loin, ça fait peur. Tu vois, c'est compliqué. Mettre ton code PIN, utiliser Ledger Live, envoyer des fonds de Kraken sur une adresse, les clés publiques, les clés privées, la seed phrase et tout. Enfin, bref, c'est des termes, des mots qui sont clairement pas euh, simples à comprendre et à appréhender pour les nouveaux arrivants. Et je pense qu'aussi, d'une certaine manière, l'aspect technologique, ça peut faire fuir une bonne partie des investisseurs parce que il y a quand même un gros plan de la population, un gros plan des investisseurs qui sont quand même des retail, des personnes qui ne sont pas formées à l'écosystème crypto et surtout des personnes qui risquent de rejoindre l'écosystème crypto par la suite et qui auront besoin de temps pour appréhender tous ces aspects technologiques. Donc peut-être que sur le long terme, avoir une bonne technologie, donc avoir des transactions peut-être rapides avec des frais faibles, etc. C'est des choses qui vont parler, qui pourront prendre de l'ampleur dans les prochaines années. Et de prendre uniquement l'aspect technologique, ça n'a aucune garantie de faire augmenter le prix parce qu'au final, c'est pas ça qui va faire en sorte d'attirer des nouvelles personnes. C'est Ça va peut-être attirer une certaine partie de la population, mais est-ce que derrière, ça va être compréhensible par tout le monde? Est-ce qu'on va comprendre la proposition de valeur qui est effectuée avec ce nouveau projet, si derrière l'aspect marketing n'est pas véritablement respecté? Tu vois, tout ça, c'est des points quand même aussi à avoir en tête et à prendre en compte. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des remarques supplémentaires, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Je vous mettrai 2 liens dans la description de la vidéo, 2 liens importants. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo, donc Aventure Crypto. N'hésitez pas à vous abonner et jeter un coup d'œil sur ce qu'il peut proposer. Et le deuxième lien, c'est le lien vers un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Donc vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse mail et puis vous saisissez un mot de passe et vous pourrez vous connecter directement sur l'espace membre pour suivre le programme de formation pour vous former à l'écosystème crypto. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.